ne sait pas encore pourquoi il a tiré sur Robert Fico. La police n'a pas indiqué quelles étaient ses premières déclarations. Pas encore, mais effectivement, c'est un personnage qui est dans la vie publique slovaque depuis très longtemps. Il a gouverné pendant 12 ans. Et vous parlez de Fico, oui, Robert Fico. De Fico. Ensuite, en 2018, il y a eu l'assassinat d'un journaliste qui s'appelle Jan Kuciak, en février 2018, et qui enquêtait sur les liens entre le gouvernement de Robert Fico et le milieu, la pègre, le grand banditisme, et il a été assassiné dans la rue. Et à ce moment-là, son gouvernement était sur la sellette, puisque le parquet spécial a commencé à impliquer une dizaine de ses proches, dont son ministre de l'Intérieur et son chef de la police, qui auraient eu des liens avec la pègre. Donc quand un homme politique est aussi impliqué avec la pègre, il ne serait pas impossible, parce qu'un écrivain se réveille un matin et se dit « je vais aller tirer sur un Premier ministre », peut être aussi vis-à-vis de ses liens avec la pègre et le fait que ça soit connu. Donc pendant 6 ans, il disparaît, Robert Fico, de la scène politique, et tout le monde pense qu'il est perdu, et il revient l'automne dernier. Et il gagne avec 23% les législatifs. Alors, il s'allie avec les sociodémocrates et avec le Parti nationaliste. Ils ont 79 députés sur 150. C'est une petite majorité, mais long. Et depuis qu'il est arrivé au pouvoir, vous savez, on l'appelle l'Orban de gauche. Ce qu'il essaye de faire, c'est donc de détruire ce parquet spécial qui continue à enquêter sur les liens des proches et de Robert Fico avec le milieu et la pègre. Et il essaye, j'allais dire à la Orban, Viktor Orban, son grand ami hongrois, de muser la presse et de tuer la presse indépendante. Et ça, c'est vrai. C'est un illibéral, comme on dit. Totalement. Ça provoque quand même des réactions. C'est-à-dire, vous avez des manifestations de 30 000, 40 000 personnes contre Robert Fico en Slovaquie. Alors, sachant que la Slovaquie, ça fait 20 ans qu'elle est européenne, qu'elle est dans l'Union européenne. Donc, problème de corruption. Vous vous dites que si un gouvernement est impliqué à ce point-là avec la pègre, c'est que quand même c'est corruption. D'ailleurs, le premier procureur spécial à la tête du parquet spécial contre le banditisme est en ce moment même en prison. Il a pris 8 ans parce que il prenait des pots de vin pour laisser filer 2-3 mecs de la pègre. Donc c'est pour dire à quel point ça va très très loin. Donc c'est pas impossible que ce soit ça qui est motivé. Ensuite, il y a évidemment les positions pro-russe, c'est-à-dire il est allé le 20 janvier dernier, Robert Fico, jusqu'à dire qu'il ne considérait pas l'Ukraine comme un État, alors exactement ce qu'il a dit, comme un État indépendant et souverain, et il pensait que l'Ukraine était sous contrôle total et l'influence absolue des États-Unis. Et sachant que en Slovaquie, c'est peut-être le pays d'Europe où le plus d'Européens, le plus de Slovaques, c'est assez étonnant, pensent que ce qui est arrivé en Ukraine est la faute des Américains. Alors ça qui est très étrange avec le Slovaquie, c'est qu'ils regardent vers l'Ouest, mais est-ce que la proximité avec l'Est ne crée pas vous savez, cet entre-deux assez étrange qu'ils peuvent réélire un type qui a toujours été, qui est quand même plutôt pro-russe et qui refuse d'envoyer des armes à l'Ukraine. Alors est-ce que c'est ça qui a motivé le tueur en se disant il nous renvoie au passé, il nous renvoie à la Russie et ce n'est pas possible, il faut qu'on regarde vers l'Europe, c'est l'avenir et sachant ce qui se passe en Géorgie. Vous voyez bien qu'il y a vraiment un déchirement à l'est de l'Europe entre cette volonté quand même de regarder, j'allais dire vers l'avenir qui pourrait être l'Occident, qui pourrait être l'Union européenne, et cet attachement dû aussi à la géographie d'une longue histoire vers la Russie. Est-ce que c'est ça qui l'aurait motivé ou pas? Ça, on est incapable. 3 hypothèses en réalité. La pègre, oui. Un illuminé, oui. Ça s'est déjà produit, oui, bien sûr. Et la piste politique. Bon, c'est celle que laisse filtrer une partie de la presse slovaque ce soir, mais une partie de la presse bien particulière. Mais et on a vu la réaction de Vladimir Poutine, par exemple. Étant donné qu'il y a un boycott et que la presse libre, la presse indépendante, exactement comme en Hongrie, est de plus en plus muselée, ce qu'on entend évidemment qui nous vient de Slovaquie, c'est bien sûr une presse qui est aux ordres. Et a priori, voilà ce qu'il dit avec indignation que j'ai appris la tentative d'assassinat contre le Premier ministre de la République slovaque. Et bien sûr qu'ils sont proches, et le fait qu'ils refusent d'envoyer des armes en Ukraine, même s'il finit par s'aligner toujours sur l'Europe. Ça, ils vivent quand même des subventions européennes. Donc il y a toujours cette posture vers l'Est, et ensuite, la réalité, quand ils se retrouvent réunis, ils votent les 50 milliards comme Orban pour aider l'Ukraine. Donc c'est toujours cet entre-deux qui est très étrange. Mais je ne sais, alors je sais pas, peut-être parce que c'est un écrivain et je me dis que c'est un ras-le-bol, sachant aussi que Robert Fico, c'est un peu avec ses proches, c'est un maître de la désinformation. C'est-à-dire par des cibles. Alors il était anti-vax, ça lui a énormément profité le Covid parce qu'il a attrapé le cheval du complotisme anti-vax. Et même là pour les législatives, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, son équipe a fabriqué des fausses conversations
par exemple, en l'occurrence, sur la hausse du prix du bière que réclameraient les libéraux. Ce qui serait un scandale en Slovaquie, visiblement, je ne savais pas à ce point-là, mais qui a failli prouver que ce n'était pas vrai. Donc il y a aussi ça, il y a une exaspération qui peut naître chez quelqu'un qui ne soit pas un illuminé, mais ce qui reste quand même scandaleux de prendre une arme et d'aller tuer qui que ce soit, même si on n'est pas d'accord avec lui. Et peut-être qu'aussi cette atmosphère de désinformation, donc on n'en sait pas plus, mais effectivement, illuminé, pègre, enfin pour et méfiance. Et méfiance. Voilà, prendre avec du recul et prendre un peu de temps pour vérifier les informations, peut-être qui arrivent de Bratislava. Parce que là aussi, il faudra. Qui sont un peu tendancieuses. Voilà, il faut bien se souvenir du contexte. Quelqu'un veut dire un mot, Ruth, Pascal ? Non, mais c'est sûr qu'on voit la récupération par Poutine et donc c'est particulièrement sensible. Mais quand on découvrira peut-être que c'est un illuminé, on verra qu'il n'y a pas d'enjeu aussi géopolitique aussi fort. Quoi. Oui. Ruth, vous gardez la parole. Parce que ce soir, les regards en France sont largement tournés vers la Nouvelle-Calédonie. Rappelons qu'Emmanuel Macron a annulé un déplacement, conseil de défense spécial. Il y a plusieurs morts. Voilà, il y a plusieurs morts, état d'urgence. Et la question revient, est-ce bien la place de la France d'être à 17 000 kilomètres dans le Pacifique? Autrement dit, n'est-ce pas un ultime relent du colonialisme, les années 1850, Napoléon III? Et vous dites non. La France est à sa place. Oui, la France a sa place en Nouvelle-Calédonie, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est pas l'Algérie française. Je veux dire par là que les Kanaks étaient en effet sur le Caillou depuis près de 3000 ans, mais les anciens colons ont un peu moins de 200 ans de présence, ils ont fait prospérer l'île, et aujourd'hui les Kanaks constituent autour de 40% de la population. Et puis outre les métropolitains, les Caldoches venus depuis 1854 par différentes vagues jusqu'aux années 60, il y a des habitants ici d'autres communautés, des Wallisiens, des Polynésiens, des Réunionnais. Et donc depuis le discours de Brazzaville du général de Gaulle en 1946, nous n'avons plus une population nous n'avons pas le schéma de la population minoritaire qui détiendrait le pouvoir et une majoritaire qui serait opprimée. En plus, cette population kanak, elle a le droit de vote depuis 1957 et surtout, donc je crois que le schéma décolonial simpliste ne s'applique pas à ce territoire. Et surtout, pourquoi ? Depuis 1988, le processus négocié de décolonisation pacifique est un exemple. Il y a un rééquilibrage économique entre les communautés qui est à l'œuvre et il est en application, beaucoup trop lentement peut-être, avec des ratés sans doute, mais il est démocratique et il est logique donc que, au passage, cette réforme du dégel du corps électoral, c'est-à-dire un homme, une voix, en tout cas s'élargisse et que ces 25 000 voix supplémentaires puissent s'ajouter. Mais ça, c'est la rationalité. Ça, c'est la réalité rationnelle. 25 000 personnes sur 270 000 à peu près. C'est-à-dire que 20% d'habitants de l'île vont pouvoir voter, eux qui ne votaient pas. Les élections provinciales. Et pas pour les référendums. Et pas pour les élections nationales. C'est les élections provinciales. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est la rationalité. Et la rationalité, c'est très fondamental. Néanmoins, qu'est-ce que la politique ? C'est un de mes amis observateurs très pointus qui me disait cet après-midi, la politique, c'est l'art du temps perdu. Et ça s'applique particulièrement à la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que la méthode Rocard et la méthode après des accords de Matignon puis des accords de Nouméa, puis de Matignon, étaient aussi du dialogue et du consensus. Or, ce fil-là a été perdu ces dernières années, et notamment à l'occasion du référendum, vous en avez parlé tout à l'heure, qui était en plein Covid et qui a été boycotté par les Kanaks. Il est resté une amertume et un climat qui s'est dégradé. Le dialogue a été rompu, notamment avec les chefs coutumiers, qui sont une des dernières références, par exemple, des jeunes que vous voyez courir dans les rues aujourd'hui. Et c'est Alain Bauer qui l'explique très bien, parce qu'il était dans le cabinet de Michel Rocard, qui a fait la négociation. Ce lien-là, cet esprit de Matignon, cet esprit des accords de Matignon, cet esprit de la poignée de main, la fleur Chibaou, il a été perdu ces dernières années. C'est le reproche qui est fait. D'ailleurs, il est fait aussi par 3 anciens premiers ministres. C'est rare quand même. Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls et Édouard Philippe qui ont sonné l'alarme pour dire « ça ne va pas, le climat sur l'île est trop dégradé pour avancer comme vous le voulez aussi vite ». Écoutez d'ailleurs, aujourd'hui, le socialiste modéré Patrick Kanner parlait à Gabriel Attal. C'est Gabriel Attal qui répond et non pas Gérald Darmanin, le Premier ministre et non pas le ministre de l'Intérieur.
Le temps long est la condition d'un débat serein sur l'archipel plus que nulle part ailleurs. Nous vous avons alerté en vain à maintes reprises. Monsieur le Premier ministre, votre rôle, c'est de prévenir les crises. Ce n'est pas d'éteindre les incendies. Nous gardons invariablement ce cap, le cap du dialogue. Nous cherchons de nouveau à créer les conditions d'un accord politique global. Je le crois fermement. Il est possible de trouver la voie d'un consensus. Voilà, le discours a changé ce soir parce que la France doit rester en Nouvelle-Calédonie. Non seulement elle a sa place, mais elle doit y rester. Et pour cela, il faut en prendre les moyens. Pourquoi elle doit y rester ? Parce que c'est une base dans le Pacifique et que c'est très important qu'aujourd'hui nous sommes absolument dépossédés de l'Afrique par les milices russes et qu'aujourd'hui les influences étrangères, les ingérences étrangères, le soutien que reçoivent les indépendantistes, qui par ailleurs sont très responsables et ont appelé au calme, hein, comme vous l'avez remarqué. Mais regardez, vous allez voir cette militante du FLNKS qui arbore un t-shirt azerbaïdjanais qui intervient pour soutenir le FLNKS parce qu'ils veulent se venger, entre guillemets, du soutien qu'on a apporté aux Arméniens du Haut-Karabakh. Mais ils ne sont pas les seuls. Évidemment, les Russes sont appelés par des manifestants. Poutine, venez vite au secours pour nous décoloniser. Et puis les Chinois qui veulent le nickel de Nouvelle-Calédonie, qui veulent des exploitations touristiques, qui veulent mettre des projets économiques en marche. Voilà, alors la France doit y rester, elle a sa place, mais il faut savoir perdre du temps pour en gagner après. Il n'a pas été 6 ou 7 fois en Nouvelle-Calédonie, Gérald Darmanin pour... 7 fois. C'est une question. Bon. C'est une question. Sur la méthode Darmanin, c'est une question. D'un mot très bref, Pascal, le poids du nickel dans cette affaire. Alors, il est important, c'est la richesse principale, on le découvre dans les années 60. D'ailleurs, c'était un élément structurant des accords de Matignon, en réalité. L'idée centrale de Michel Rocard, de Christian Blanc, de tous ceux qui ont travaillé autour des accords de Matignon, avec Djibaou et Lafleur, c'était le partage de la richesse. Et donc il y a des territoires, il y a une exploitation, et puis il y a des usines de transformation. Bon, il se trouve que la valeur du nickel a perdu 60%. Donc c'est un territoire qui s'est affaibli de ce point de vue. C'est un marché extrêmement compliqué, et je partage tout à fait le point de vue de Ruth. Je crois que c'est un jardin qu'il fallait cultiver. Les accords de Matignon, on ne signe pas des accords et puis on les applique du jour au lendemain. Non, ça se cultive, surtout dans ce pays où le rôle de la coutume, le rôle de la parole, les engagements sont déterminants. C'est au-dessus du reste, si vous voulez. Et il nous manque peut-être des hommes. Vous savez, il y a parfois de bonnes décisions qui, prises au mauvais moment, deviennent de mauvaises décisions. Et puis, à chaque... scénario correspond à un casting. Vous gardez la parole, Pascal, votre parti pris économique. On ne l'a pas. Comme on manque de médecins, il est question de pouvoir se déclarer en arrêt maladie sans consulter un médecin. Et vous dites c'est une très curieuse idée. Bah oui, je déclare, tu déclares, il déclare. C'est ça le principe. C'est une suggestion de la Cour des comptes de Pierre Moscovici. Pas en panne d'idées, hein, Pierre Moscovici. Il en a plus aujourd'hui que quand il était ministre de l'économie, pour nous faire des économies précisément, des arrêts de travail autodéclarés, c'est-à-dire sans passer par la case médecin. Alors, au premier abord, on se dit bonne idée, parce que c'est moins de formalités administratives, parce que c'est moins de formalités pour le patient, et aussi pour le médecin. Mais... car il y a une petite entourloupe derrière ça, à vrai dire. La contrepartie serait un jour de carence, un ou des jours de carence d'ordre public, c'est-à-dire des jours non remboursés, ni par la sécurité sociale, ni par l'employeur. La situation actuelle qui prévaut dans les entreprises, dans 60% des entreprises à peu de choses près, quand vous êtes malade 1 jour, 2 jours, 3 jours, si vous n'êtes pas remboursé par la sécurité sociale, l'employeur s'engage à le faire. Alors c'est plutôt vrai dans les très grandes entreprises. Les petites, c'est quand même, il y a des jours de carence. Il y a aussi des jours de carence dans les petites entreprises. Mais là, en effet, on sent l'expérience qui s'exprime, mais là, en substance, donc, on aurait une espèce de trilogie. Vous avez bien compris le principe, hein ? Vous prenez vos responsabilités. On aurait une trilogie sociale qui serait liberté, flexibilité, mais responsabilité. Alors, c'est une proposition de la Cour des comptes, c'est pas tombé du ciel. Ce sont de jeunes médecins qui ont fait cette suggestion et qui disent on en a un peu marre, si vous voulez, de perdre notre temps à signer des documents. Alors le ministre de l'économie qu'on a vu il n'y a pas très longtemps nous disait il faut supprimer les CERFA. Vous savez que dans une boîte, quand il y a un arrêt maladie, on remplit des CERFA, ça prend du temps.
non seulement aux médecins, aux patients, mais à l'entreprise aussi. Encore que, de mon point de vue, le rôle du médecin, y compris en cas d'arrêt maladie, c'est pas simplement de signer un document. Enfin, je sais pas comment vous voyez les choses. Moi, je vois dans ma tête un patient qui arrive, on l'ausculte, on vérifie, enfin il y a un petit diagnostic médical, on vérifie quand même qu'il n'est pas apte pour aller travailler, si vous voulez. C'est pas un geste uniquement administratif, c'est aussi un geste médical. Mais alors, s'il y a un jour de carence en contrepartie, est-ce que ça ne responsabilise pas le patient de façon à limiter les abus ? Ça peut responsabiliser le patient. C'est une mesure relativement équilibrée. Alors pour le moment, les uns et les autres réagissent en disant, alors les entreprises disent non. Elles disent non, mais aussi pour d'autres raisons. Elles disent, bon, d'une part, effectivement, quand il y a quelqu'un d'absent, ça peut nous coûter cher, mais surtout, elles expliquent que ça désorganise la production. C'est-à-dire qu'il y a un coût visible, si vous voulez, et puis il y a un coût caché. Vous recevez un coup de fil le matin à 6h dans l'atelier, quelqu'un vous dit, aujourd'hui je viens pas parce que je m'auto-déclare en maladie. Si c'est une personne qui est essentielle sur une chaîne de production ou dans un atelier, ça désorganise complètement le travail de l'entreprise. Bon, alors on nous dit, l'argument de la Cour des comptes et d'autres, c'est de nous dire, mais ça existe déjà dans d'autres pays. Ça existe par exemple au Canada, ça existe aussi au Royaume-Uni. Je veux simplement rappeler qu'au Royaume-Uni, il y a un système de médecine étatisé, c'est étonnant d'ailleurs pour un pays plutôt libéral, et qu'il faut parfois 3 mois pour obtenir un rendez-vous chez son médecin. Donc on comprend que, au fond, on est cherché à zapper cette séquence-là. La situation en France, donc, elle est connue. Les entreprises ont réagi. Elles sont confrontées aujourd'hui à une pénurie de main-d'œuvre, et celles qui sont le plus hostiles à cette mesure sont évidemment les entreprises qui sont dans des secteurs en tension. Elles font donc passer la disponibilité, c'est aussi une leçon que je retiens, la disponibilité du collaborateur avant son salaire, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le marché de l'emploi. Merci à vous trois pour ces parties.